Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire sur la gestion des situations irrégulières. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Adèle Amadouche, donc en charge des partenariats et de la mission accompagnement santé pour la caisse primaire de Loire-Atlantique. Et je suis aujourd'hui accompagné de Christelle et Marion. Je vous laisse vous présenter. Vas-y, Marion. Marion Baudard, chargée d'études à la CPM 44. Je prends le relais après le départ de Christelle Dupuis, qui va animer ce dernier webinaire. Donc, bonjour, Christelle Dupuis. Donc, effectivement, j'accompagne Marion sur la mission AME jusqu'à sa montée en compétences. Donc, voilà, aujourd'hui, je pense que voilà, ça va être mon dernier webinaire et qu'après, Marion prendra le relais. Avec plaisir. La passation de pouvoir. Bon, moi, je vous propose de débuter. C'est parti. Hop. Donc, je vais commencer par vous parler donc, de l'articulation des droits entre la PUMA et l'AME. Donc, à l'issue de la validité d'un justificatif de régularité, donc la personne dispose d'un maintien de droit de 6 mois. À l'issue de 6 mois, va se déclencher ce qu'on appelle le contrôle PUMA régularité, où la personne va recevoir un premier courrier où on lui demande effectivement de nous fournir un nouveau justificatif de régularité. L'assuré dispose de 30 jours pour nous répondre. Donc, qu'ils nous répondent ou non, on va jusqu'aux 30 jours. À l'issue des 30 jours, on lui envoie le deuxième courrier qui est la notification de fermeture des droits sous 45 jours. Donc, pendant cette période, c'est pareil, il a la possibilité de nous envoyer de nouveau un titre de séjour s'il en a un. Et ce n'est qu'à la réception de ce courrier que la personne va pouvoir nous déposer une demande d'aide médicale d'État. Il ne faut pas qu'elle attende la fin des 45 jours. Pourquoi? Parce que si effectivement elle n'a plus du tout la complémentaire santé solidaire, la demande sera instruite avant la fin des 45 jours pour pas qu'il y ait de rupture de droit. En revanche, si elle a une complémentaire santé solidaire qui court, donc le service instruira la demande d'AME à l'issue des 45 jours. Et la demande d'AME, si elle est accordée, elle est toujours fixée au lendemain de la fermeture des droits. Tu as fait pour les questions ou pas? Oui, ce sera dans le film. Donc, par contre, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur le chat. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions et on les prendra au fur et à mesure de la présentation. Donc là, c'était le logigramme qu'on vous mettait à disposition, effectivement, avec la période de maintien de droit, le délai de contradictoire et à partir de quand pouvoir déposer la demande d'aide médicale d'État. On a quelqu'un qui a levé la main. Ouais. Vous pouvez poser vos questions directement dans le fil. Donc, vas-y. Donc, l'aide médicale d'État. Donc, c'est effectivement pour permettre l'accès aux soins des personnes qui sont en situation irrégulière au regard de la réglementation française sur le séjour en France. Donc, la condition d'ouverture de droit, c'est d'avoir une résidence stable et ininterrompue et surtout être en situation irrégulière depuis plus de 3 mois. Les deux conditions sont cumulatives et avoir effectivement des ressources qui ne dépassent pas un certain plafond qui est le même que celui de la complémentaire santé solidaire. Donc, les personnes à charge, conjoints et enfants de moins de 18 ans peuvent bénéficier de l'aide médicale d'État. Est-ce que sur la partie articulation entre PUMA et AME, vous avez des questions? N'hésitez pas à poser vos questions dans le question-réponse. Ou dans le chat plutôt, ce sera peut-être plus simple. Questions-réponses. Oui, peu Alors, importe. Donc, une question de Floriane Becquet. Oui, nous vous transmettrons le support de présentation à la suite de cette intervention. Agathe Rimbaud qui nous pose la question, pouvez-vous définir la résidence stable?
C'est d'être présent sur le territoire depuis plus de 3 mois. Question de Sarah Chervin, est-ce que le webinaire sera enregistré? Oui, on va se mettre en relation avec notre service com pour transmettre le webinaire. Donc après, si au niveau de la résidence stable, vous voulez qu'on parle des justificatifs, ça sera abordé ultérieurement, effectivement, pour prouver la résidence stable sur le territoire. Donc, il y a les particularités pour effectuer une demande d'aide médicale d'État en ce qui concerne les communautaires inactifs. Donc, un communautaire inactif, c'est un ressortissant de l'espace économique européen ou de la Confédération suisse. Donc, ils ont le droit de circuler librement et ils sont considérés comme étant en situation régulière durant les 3 premiers mois de leur séjour sur le territoire français. Ce n'est qu'à l'issue de ces 3 mois de présence sur les territoires que va débuter la notion d'irrégularité. Ce qui fait que pour eux, une demande d'AME ne peut être déposée qu'à partir de 6 mois de présence sur le territoire. Où, effectivement, aux 6 mois, on aura notre condition de 3 mois de résidence et 3 mois d'irrégularité. Donc 6 mois, hein. 6 6 mois mois, pour les oui. communautaires inactifs. Donc on a une question de Romain Bosque. Peut-être on y viendra après ou tu souhaitais peut-être y Les répondre demandeurs maintenant? d'asile déboutés, c'est la même chose que pour quelqu'un, ils ont un justificatif de régularité. À l'issue de la fin de validité de ce justificatif, ils ont un maintien de droit de 6 mois. Donc pour les personnes qui sont titulaires d'un visa C, donc ce qu'il faut regarder dessus le visa, c'est le droit au séjour. C'est précisé dessus. Donc c'est en haut du visa où vous avez donc multi, vous avez 90 jours, vous pouvez avoir 30 jours, vous pouvez avoir 45 jours comme vous pouvez avoir 15 jours. Donc quelqu'un qui vient avec un visa C 90 jours, ça veut dire qu'il a un droit au séjour de 90 jours sur le territoire. Quelqu'un qui a un 30 jours, c'est qu'il a un droit au séjour de 30 jours en régularité. Ça veut dire que c'est la personne qui a donc un droit au séjour de 90 jours. Pendant ces 90 jours, il n'a le droit à aucune prise en charge à notre niveau, parce qu'il est en régularité et il est censé avoir pris une assurance privée pour le couvrir. Ce qui fait qu'il ne peut prétendre ni à la PUMA, ni à l'aide médicale d'État, ni une demande au titre des soins urgents. Donc, on va mettre les exemples. Donc, quelqu'un qui va rentrer avec un visa C, qui est valable du 1er août 22 au 28 mars 2023, et qui a une multi-entrée de 90 jours. Si elle arrive sur le territoire le 10 août 2022, donc du 10 août 2022 au 10 novembre 2022, elle va acquérir sa condition de résidence de 3 mois. Elle va tomber en irrégularité à compter du 11 novembre. Donc, ce qui veut dire que pour elle, du 11 novembre au 11 février, elle va acquérir ses 3 mois d'irrégularité. Donc, une demande d'AME ne pourra être effectuée qu'à compter du 12 février 2023. Et pour tout ce qui est de la période du... Donc, si la personne a des soins sur la période du 10 août au 10 novembre, il n'y aura aucune prise en charge. Ce sera l'assurance privée souscrite. En revanche, si elle a des soins urgents, du 11 novembre au 11 février, une demande au titre des soins urgents pourra être effectuée. Donc là, on a le cas d'une personne, donc pareil, c'est le même visa, la même durée de validité de 90 jours, sauf que là, son visa, donc il est valable jusqu'au 28 mars et elle arrive sur le territoire au 1er février 2023. Donc du 1er février 2023 au 1er mai 2023, donc elle va acquérir
sa condition de résidence. Et du 1er février 2023 au 1er mai 2023, elle aurait son droit au séjour en régularité. Sauf que elle, son visa s'arrête au 28 mars, donc son irrégularité va débuter le 29 mars. Donc du 29 mars au 29 juin, elle va acquérir sa condition d'irrégularité et pourra déposer sa demande d'AME à compter du 30 juin. Donc on va voir si on a une question. Aussi, on va... Ouais, on peut répondre à la question d'Elena Dalibo, qui nous a envoyé du coup un tableau récapitulatif du COMED. Il peut exister d'autres possibilités pour les communautaires inactifs d'être en situation régulière, notamment en tant que membre à charge d'une personne ayant régularité de séjour. Pourriez-vous revenir sur ce point? Merci d'avance. Donc, un communautaire inactif, lorsqu'il arrive sur le territoire, s'il n'a pas d'activité salariée, ce qu'on va regarder, c'est s'il a déjà des droits transposables de son pays d'origine. S'il n'a pas de droits transposables, on va regarder effectivement s'il est venu tout seul ou s'il y a déjà un conjoint de présence sur le territoire. Donc, s'il y a déjà un conjoint de présence sur le territoire, on va regarder déjà si ce conjoint a une activité salariée. Si ce conjoint a une activité salariée, ça va être ce qu'on appelle un dossier CREC avec une étude sur ressources. Donc, si le foyer a les ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins, le plafond de ressources que l'on prend, c'est celui de la complémentaire santé solidaire. Donc, si leurs ressources sont supérieures au plafond de la complémentaire santé solidaire, donc cette personne va relever effectivement des communautaires. Et donc, elle aura un régime spécifique. Par contre, tous les ans, on devra refaire la même étude de dossier, le dossier CREC. En revanche, si le foyer a les ressources qui sont en dessous du plafond, cette personne relèvera de l'aide médicale d'État. Mais communautaire inactif, ce n'est pas une notion d'irrégularité, c'est un communautaire qui n'a pas d'activité salariée ni de droit, transposable. Alors, par contre, il y avait une autre question. On avait donc Romain Bosque, donc nous n'avons pas compris la dernière explication. Pourriez-vous revenir? Alors, c'était sur la question des demandeurs d'asile déboutés de leur droit d'asile. C'était ça, monsieur Romain Bosque? Non, je pense que c'est sur les visas, l'articulation des visas, le dernier exemple. Sur les visas, d'accord, très bien. D'accord. Le dernier cas, la dernière situation? On va partir sur cet exemple. Non, on revient sur le 90 où la personne. Je pense que ça doit être ça, la situation. Je pense que ça doit être la situation par rapport à quelqu'un qui a donc son visa a une date de validité. Oui, d'accord. Donc, il a effectivement un visa qui est valable du 1er août 22 au 28 mars 2023, avec un droit au séjour de 90 jours, et il arrive sur le territoire au 1er février 2023. Donc, il est proche de la date de fin de validité de son visa. Donc, pour lui, on reprend pareil le même calcul que pour les autres personnes. Donc, sa date d'entrée du 1er février jusqu'au 1er mai, donc les 3 mois de conditions de résidence pour acquérir la résidence. Si on prend donc son droit au séjour de 90 jours en régularité, ce qui voudra dire que pour lui, du 1er février 2023 au 1er mai 2023, il aura un droit au séjour en régularité de 90 jours. Sauf que lui, son visa s'arrête le 28 mars. Donc, ce qui veut dire que pour lui, il est en irrégularité à compter du 29 mars. Donc, pour lui, on va compter effectivement son irrégularité à compter du 29 mars, donc du 29 mars au 29 juin. Ce qui fait que pour lui, sa demande d'AME sera possible à côté du
30 juin 2023 et non au 2 août 2023 si on avait pris effectivement le fameux droit au séjour de 90 jours. Est-ce que c'est plus clair pour vous? D'accord. Merci à Monsieur Bosque. Donc là, c'était à peu près les mêmes cas, mais avec un droit au séjour de 30 jours. Où là, effectivement, pour quelqu'un qui a un visa qui est valable du 26 mars 2022 au 26 mai 2022 avec un droit au séjour de 30 jours, si elle arrive sur le territoire le 27 mars, donc du 27 mars 22 au 27 juin 22, donc ça va être pour acquérir sa condition de résidence. Du 27 mars 22 au 27 avril 22, il est en régularité parce qu'il a le droit à 30 jours de présence sur le territoire. Pour lui, son irrégularité donc, va débuter le 28 avril, ce qui fait que sa demande d'AME sera possible à compter du 29 juillet. Non, c'est bon. Donc au niveau des ressources, donc les ressources à zéro ne sont pas tolérées pour les demandes d'AME. Je vais aller sur la demande. Donc quelqu'un qui effectivement n'a pas de ressources, vous ne pouvez pas mettre zéro parce que le dossier fera l'objet d'un retour. Si la personne est hébergée par un tiers et que ce tiers subvient à ses besoins, il faut que le tiers nous fasse une attestation sur l'honneur, comme quoi qu'il l'héberge et qu'il subvient à ses besoins. À partir du moment où on a effectivement cette attestation sur l'honneur, vous pouvez mettre zéro sur la demande. Si la personne n'est pas du tout hébergée par un tiers ou que le tiers ne subvient pas à ses besoins, donc ce que l'on vous conseille souvent, c'est souvent ces personnes, elles ont de l'aide alimentaire ou de l'aide de la famille ou autre. Donc c'est de mettre dans autres ressources, vous mettez 10 euros et par contre, il faut bien préciser la nature, vous mettez aide alimentaire. Et à partir du moment où on a le montant et la nature de la ressource, le dossier ne fera pas l'objet d'un retour. Non. Non, c'est non. Madame Chervin qui pose la question, l'irrégularité est toujours de 90 jours. Alors ça, c'est pour les visas. Le visa, il faut regarder effectivement la nature du droit au séjour pour le visa. Et l'irrégularité, oui, c'est toujours 90 jours. Pour avoir droit à l'AME, il faut avoir 3 mois de conditions de résidence et 3 mois d'irrégularité. Dans la continuité de ce que tu disais, Christelle, sur les ressources à zéro qui ne sont pas tolérées, Oui. question de Alors, Marie. un justificatif de cette aide alimentaire est demandé? Non, on ne demande aucun justificatif. Il s'agit de colis d'association. Oui, bah, vous estimez, vous mettez 10 euros, il n'y a pas besoin de, voilà, de mettre vraiment un gros montant. À partir du moment où vous mettez 10 euros aide alimentaire, nous, ça nous suffit. Alors, attends, j'avais quelque chose d'autre. On répondra après, c'est sur les adresses mail. Ouais. Donc ça, hop, l'attestation sur l'honneur. Donc par rapport à l'identité, au niveau des justificatifs d'identité. Donc bah, c'est la copie du passeport et souvent sur le passeport vous avez un cachet avec une date d'entrée sur le territoire. Donc il faut bien nous faire donc la copie de l'identité plus la copie des pages où il y a effectivement un cachet. Si vous avez beaucoup de pages où il n'y a pas de cachet, sur la dernière photocopie que vous faites, vous mettez vue passeport, autre page vierge et vous signez. Il n'y a pas besoin de nous joindre toutes les copies des pages blanches du passeport. À partir du moment où vous nous attestez les avoir vues. Donc la copie intégrale de l'acte de naissance,
copie du livret de famille ou la copie d'un ancien titre de séjour ou pour les demandeurs d'asile de l'attestation de demande d'asile, carte d'identité recto verso, un acte de reconnaissance d'un enfant, une carte d'étudiant, un permis de conduire. Alors, une carte consulaire, mais par contre, on n'accepte pas l'attestation consulaire. Il peut arriver que des personnes n'ont aucun justificatif d'identité, donc est acceptée l'attestation d'un professionnel de santé ou d'une association qui suit la personne, comme quoi elle mentionne reconnaître cette personne sous telle identité, où il faut qu'elle précise le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance. Et on accepte aussi les fiches familiales OFII qui sont délivrées effectivement pour les réfugiés, les demandeurs d'asile. Une petite question de Madame Lebaudot. Sur une demande récente, le retour qui m'a été fait était de mettre toutes les pages du passeport et qu'il n'y avait que l'agent de la CPAM qui pouvait certifier des pages vierges. Non, c'était accepté. Ben dans ce cas-là, il faut que vous le fassiez remonter via l'adresse mail dédiée au niveau partenaire. Sur les... Sur l'identité, oui. Au niveau des justificatifs pour la condition de résidence, donc comme je vous l'ai indiqué précédemment, donc la photocopie du passeport avec le cachet et la date d'entrée. Donc ça, toutes les pages même blanches, on peut l'enlever parce que c'était simplifié. Donc la photocopie d'un acte de mariage en France, une déclaration de naissance avec l'extrait d'acte de naissance de l'enfant, photocopie d'une facture d'hôtellerie, un bulletin d'hospitalisation, la facture d'un établissement de santé. Pour les enfants, la photocopie d'une attestation de scolarité ou d'un établissement d'enseignement supérieur. Donc ça peut être aussi une attestation établie par un professionnel de santé ou une association agréée qui se porte garant de la présence en France depuis plus de 3 mois. On accepte aussi le certificat de vaccination Covid. Si le demandeur a son propre logement, donc effectivement, on prend la copie du contrat de location ou les quittances de loyer, ou facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone fixe. Par contre, la facture Internet uniquement si effectivement est précisée l'adresse. Il faut que ce soit la même que la personne nous déclare. Si la personne a fait une déclaration de revenus, on prend en compte aussi la déclaration de revenus, la taxe foncière ou la taxe d'habitation. Bon, taxe d'habitation, on n'en a plus maintenant, donc il y a les autres. Donc, si la personne est hébergée par un tiers, donc il faut que la personne fasse une attestation sur l'honneur, comme quoi elle l'héberge et elle précise la date à laquelle, depuis quand elle l'héberge. Il doit être joint aussi à cette attestation d'hébergement, soit le contrat de location, soit une quittance de loyer ou une facture d'électricité, d'eau ou de gaz ou de téléphone fixe. Mais par contre, il faut que la facture date de plus de 3 mois par rapport à la date de la demande. Et l'hébergement doit dater de plus de 3 mois. C'est Oui, important oui, également. oui. L'hébergement doit dater de plus de 3 mois. Mm. Si, mettons, la personne habitait sur Paris et elle était hébergée sur Paris, elle vient sur Nantes, elle est hébergée sur Nantes, mais elle est hébergée que depuis 1 mois, il faut qu'elle nous joigne effectivement l'attestation sur l'honneur de l'hébergement qu'elle avait effectivement à son ancienne adresse, pour qu'on puisse justifier de la présence en régularité sur le territoire. Donc au niveau des attestations d'hébergement, donc au niveau des domiciliations, donc c'est pareil, il faut que l'attestation de domiciliation soit en cours de validité et qu'elle ait plus de 3 mois et moins d'1 an par rapport à la date de la demande. Donc la même chose, si la personne a une nouvelle attestation d'hébergement, il faut qu'elle nous joigne l'ancienne pour qu'on ait la continuité de la présence sur le territoire. On a une question.
Ah bah ça, nous, on peut pas. Une question d'Agathe Rimbaud. Si un proche accepte de domicilier administrativement, mais que le patient n'y vit pas. Nous, on n'est pas là pour vérifier si la personne y vit de manière régulière. Nous, c'est la personne qui atteste comme quoi elle héberge cette personne. Ah, par contre, je vais revenir au justificatif. Par contre, au niveau des justificatifs de présence sur le territoire, ne sont pas acceptés les billets d'avion, les billets de train ou des convocations à des examens médicaux. Parce qu'il arrive que parfois dans les dossiers, on ait effectivement des convocations où on a des billets de train. Ce ne sont pas des justificatifs qui sont acceptés. Il faut absolument que l'on ait soit l'attestation d'hébergement ou, si effectivement la personne a été hospitalisée, un bulletin d'hospitalisation ou la réalisation d'une consultation ou achat de médicaments en pharmacie avec une facture. Donc au niveau de la demande, donc c'est juste un petit rappel par rapport aux photos où il faut bien que celles-ci soient bien centrées sur le formulaire. Donc il ne faut pas qu'elle dépasse le cadre extérieur. Il ne faut surtout pas qu'elle le dépasse ni qu'elle le touche parce qu'on a un logiciel qui est capricieux et dès que ça touche le cadre, on n'arrive pas à faire les photos. Je voulais faire aussi un petit rappel par rapport aux photos. Les photos, c'est uniquement pour les bénéficiaires de plus de 16 ans. Donc s'il y a des enfants de moins de 16 ans, il ne faut pas mettre la photo parce que c'est pareil, ça bloque le logiciel pour créer les photos des personnes qui ont plus de 16 ans. Puis surtout pour les personnes, ça a un coût de faire des photos pour des enfants alors qu'on n'en a pas besoin. Donc l'aide médicale d'État, donc effectivement, c'est pour faciliter l'accès aux soins des personnes en situation irrégulière. Elle ouvre droit à la prise en charge à 100% des soins avec dispense d'avance des frais. Et je précise bien qu'un demandeur d'AME n'a pas à régler ni à avancer des soins ou se voir refuser des soins parce qu'il est bénéficiaire de l'AME. Ça, c'est important, n'hésitez pas à nous faire remonter. Monter les situations. Alors, si vous avez effectivement un bénéficiaire qui vous fait part, comme quoi on lui a opposé un refus pour réaliser des soins parce qu'il est bénéficiaire de l'AME, il faut lui demander, ou vous le faites à sa place s'il n'est pas en capacité de le faire, il faut nous faire un courrier où vous indiquez effectivement le nom et le prénom du professionnel de santé qui a refusé de faire les soins parce que la personne bénéficiait de l'aide médicale d'État ou lui a fait payer des soins parce qu'elle avait l'aide médicale d'État. Ça, c'est important, très honnêtement. Ouais, on il peut faut pas absolument nous les faire remonter. Oui, la photo couleur est obligatoire. Oui, c'est une question de Romain Bosque Oui. sur la photo. Donc effectivement, photo couleur obligatoire. C'est les mêmes normes que pour une carte d'identité ou un passeport. Donc, l'AME donne droit à la prise en charge des frais de santé relatifs donc, à la maladie, à la maternité et dispensés tant en médecine de ville qu'à l'hôpital. Mm. Donc, sont pris en charge donc, les consultations généralistes ou spécialistes, les soins et prothèses dentaires, les actes d'orthodontie, les médicaments et les produits de la LPP. Donc, ça, ce sont les produits particuliers type quand vous vous êtes fait mal à un poignet, vous pouvez avoir une prothèse. Donc, les actes de biologie, hospitalisation dans les établissements de soins ou dans les centres de soins de suite et de réadaptation, les frais d'examen prénuptial, donc les frais pour certains vaccins, frais liés à la contraception ou à l'IVG, les frais liés à la maternité, les transports, les frais d'optique dans la limite des remboursements de l'assurance maladie, les frais
pour des audioprothèses paraît dans la limite des remboursements de l'assurance maladie. En revanche, sont exclus donc les cures thermales, les frais relatifs à l'assistance médicale à la procréation. Donc les médicaments à service médical rendu faible, c'est les médicaments à 15%, sauf pour les mineurs, et ils n'ont pas droit à l'examen de prévention bucco-dentaire. Est-ce que vous avez des questions complémentaires par rapport aux soins pris en charge? Alors, les IDE, oui. Les kinés à domicile, oui. À partir du moment où c'est prescrit. Alors, matériel stomie, donc ça, c'est de la LPP. Pour moi, je pense que oui. À partir du moment où il y a une prescription médicale, oui. Mais on va le noter pour pouvoir vous répondre. On va se le faire confirmer par le service. Ah, bah alors ça, les examens prénuptiaux. Alors, de mémoire, il me semble que les examens prénuptiaux, ça doit être consultation et les examens de biologie. Le kiné, oui, c'est pris en charge. Bilan de santé avec la CPAM. Ça, je ne sais plus par contre. Alors, est-ce que vous parlez plutôt du bilan avec le centre d'examen de santé, Madame Gaëlle Desraillot? Ah oui, oui, on va Ouais, lire les questions, ouais. effectivement. Donc là, il y a un certain nombre de questions sur les actes qui sont pris en charge ou non au titre de l'aide médicale d'État. Et donc, Alors, on avait dit que la kiné, c'était la kiné, oui, c'est pris en charge. le don de Alors, sang. don de sang, ça ne relève pas de la CPAM. C'est pas un acte médical. Donc la question de Gaël Le, Desraillot sur la personne qui peut faire un bilan de santé, c'est avec le centre d'examen de santé. Oui, vous avez une possibilité. On pourra vous transmettre les informations sur le centre d'examen de santé. Oui. On va comme se renseigner concernant le centre d'examen de santé. oui. Ouais. On reviendra vers vous. Les primo-demandeurs. Tu veux le faire, Marion, ou pas? J'avais coupé mon micro. J'étais en train de chercher pour le centre d'examen de santé, mais du coup, je reviendrai plus tard. Il me semble qu'ils peuvent faire le bilan à Nantes. D'accord. Bon, on va se renseigner, puis Mais à on vous vérifier, ouais. confirmera ça, hein. Aucun souci. Du coup, pour les premières demandes d'AME, les premières demandes d'AME doivent être obligatoirement déposées auprès d'un établissement. Donc, soit auprès d'un accueil de l'assurance maladie, Beaulieu, Bretagne ou Saint-Nazaire, ou alors au CCAS ou à France Service. Pourquoi? Parce que l'assuré, enfin le bénéficiaire va se faire vérifier la complétude de son dossier et l'agent va compléter une attestation de dépôt. Nous avons évolué sur nos modalités d'accueil. Jusqu'à début juin, enfin le bénéficiaire pouvait venir 2 jours par semaine sur certains sites. Aujourd'hui, il peut venir tous les jours de la semaine en respectant les horaires d'ouverture de Beaulieu, Bretagne et Saint-Nazaire. C'est bon, Adèle. Donc, comme je vous disais, les dépôts peuvent être faits à France Service. Pour les premières demandes d'AME, vous pouvez aussi passer par la passe. Tu veux que je reprenne le... Ouais, parce Ouais. que du coup, là, je suis en train de prendre connaissance D'accord, du donc support. par exception, les premières demandes d'AME peuvent être déposées auprès d'un établissement de santé ou une passe hospitalière dans lequel le demandeur ou le membre du foyer est pris en charge. C'est pas un endroit où il faut systématiquement orienter les primo-demandeurs, c'est uniquement quand il y a une hospitalisation. Donc le formulaire de demande d'AME donc, devra avoir donc, le cachet de l'établissement de santé ou de la passe hospitalière et avec le bulletin d'hospitalisation ou une attestation de l'établissement qui précise les dates de consultation s'il n'y a pas d'hospitalisation.
Et c'est uniquement, effectivement, la passe hospitalière ou l'établissement de santé qui peuvent nous transmettre cette première demande via l'adresse mail. Et c'est uniquement que eux, parce que ce sont les seuls habilités à pouvoir recevoir des premières demandes. Donc, c'est l'adresse mail demande _ame.cpm441. Mais ça, comme vous allez avoir du coup, le diaporama, ça vous sera recommuniqué. Après, pour toute question qui est liée à l'AME, que ce soit le suivi d'une demande ou des questions par rapport à une demande, sa faisabilité ou non, donc l'adresse mail, c'est contact partenaire avec un S 44 @assurance-maladie.fr. Donc, je vois que nous avons quelques questions. On va... Juste pour revenir sur l'adresse mail, n'hésitez pas. Si vous avez un doute avant de nous transmettre une demande d'aide médicale d'État, si vous avez un doute sur une question ou autre, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, un contact partenaire. Donc on avait quelques questions. Romain Bosque, il nous arrive très souvent d'avoir des refus, il dit de elle, de faire les soins à domicile pour des bénéficiaires de l'aide médicale d'État car sont payés très tardivement, voire jamais selon elle. Comment faire devant ces refus? Ben, c'est là où il faut nous les signaler. Il faut que le bénéficiaire nous fasse un courrier. Bon, comme on sait que certains sont dans l'incapacité de faire un courrier, donc s'ils viennent vous voir, à ce moment-là, vous rédigez le courrier en précisant donc leur numéro de sécurité sociale, nom, prénom, vous nous indiquez donc que monsieur ou madame s'est présenté devant tel professionnel de santé avec le nom et le prénom et nous indiquer qu'il a essuyé un refus de soins. Elena Dalibo, quelles sont les exceptions à cette règle? Passe, inaptitude à se déplacer, etc. Alors, quelle règle? La règle des... Alors, les personnes hospitalisées, donc ça, les personnes qui sont hospitalisées, généralement, c'est le service social de l'hôpital qui fait la demande d'AME. Voilà, ça, c'est autre chose. On avait Elena Dalibo qui nous pose une question sur les mineurs en irrégularité de séjour. Non pris en charge par l'ASE, non également pas se déplacer pour une première demande d'AME. Oui, c'est ça. Effectivement, il y a un circuit qui a été mis en place pour les demandes d'AME pour effectivement les MNA. Donc, ils sont effectivement soit sur la période qui sont sur la période d'évaluation, où là, il faut faire une demande d'aide médicale d'État. J de Maison qui est arrivé en retard et qui pose une question. Toutes les personnes qui souhaitent bénéficier de l'aide médicale d'État doivent désormais attendre 3 mois de résidence et 3 mois d'irrégularité, ou bien seulement pour les personnes ayant un visa? Toute personne qui arrive sur le territoire pour faire la demande d'AME doit justifier de 3 mois de conditions de résidence et 3 mois de conditions d'irrégularité. Après, ça, c'est... je vais prendre le cas de quelqu'un qui arrive qui a aucun papier, qui a juste un passeport, qui n'a pas de visa. Pour lui, c'est du coup les 3 mois de présence sur le territoire et les 3 mois d'irrégularité seront acquéris à la même date parce qu'il n'a rien qui justifie une condition de régularité sur le territoire. Après, vous avez les communautaires inactifs qui, pour eux, quelqu'un qui est de nationalité, je veux dire, je vais prendre polonaise, qui arrive sur le territoire français. Il n'a pas d'activité salariée, il n'a pas de droit transposable. Lui, par contre, du fait du code du droit au séjour en France, il a un droit au séjour en régularité de 90 jours. Ce qui veut dire que pour lui, la demande d'AME ne sera possible qu'à partir de 3 mois de conditions de résidence et 3 mois de conditions d'irrégularité, soit 6 mois. Et après, pour les personnes qui ont un visa, bah, ça va être en fonction de la durée de validité du visa, la durée du droit au séjour et la date d'arrivée sur le territoire. Il y avait une question. Alors, oui, alors vous avez répondu sur la passe, c'était sur le fait de se présenter en guichet pour la première demande.
il me semble qu'il est également possible de ne pas avoir à se déplacer en guichet pour une première demande d'AME en cas d'impossibilité physique de se déplacer. Oui, si la personne effectivement est dans la capacité physique de se déplacer, elle peut effectivement nous envoyer sa première demande d'AME par courrier. Par contre, il faut qu'elle justifie de son incapacité à se déplacer parce que sinon, le service instructeur fera un retour. Ah non, il n'y a pas de permanence. Une question de Marien Lebaudot. Est-ce qu'une permanence pourrait se faire sur le site d'Anceny pour les premières demandes? C'est sur rendez-vous. Ouais. Sur rendez-vous, on a un accueil sur une agence sur Anceny, peut très bien recevoir les bénéficiaires de l'AME pour une première demande. Alors, quels sont les justificatifs demandés? Bah, si souvent la personne, soit elle est... alors, il peut arriver qu'elle soit hospitalisée, mais souvent l'hôpital fait la demande, donc un bulletin d'hospitalisation. Par contre, elle nous fait une attestation sur l'honneur, comme quoi elle est dans la capacité physique de se déplacer parce que soit elle est malade ou soit elle ne peut pas se déplacer. Complétude du dossier. Donc, pour une première demande, donc effectivement, où la personne doit se déplacer pour remettre son dossier en accueil. Donc, si le dossier est complet, donc on remet à la personne une attestation de dépôt, comme quoi effectivement il a bien déposé sa demande d'AME. Ce, ce document, il faut bien qu'il le conserve, parce qu'on ne sait pas pour X raison, le dossier peut du coup être perdu. Pour lui, il aura la preuve qu'il nous a déposé le dossier. Et surtout, c'est très important parce que la demande d'AME, l'AME débute le jour où il est venu nous déposer physiquement le dossier. Imaginons qu'il est venu nous déposer son dossier le 15 janvier. On lui remet l'attestation le 15 janvier et que le dossier s'est perdu. S'il est amené à redéposer une demande, on fera bien débuter au 15 janvier parce que du coup, dans le dossier, on mettra cette attestation de dépôt. Comme quoi, il avait bien déposé sa demande le 15 janvier. Et c'est aussi très, très important qu'il conserve cette attestation lorsque le dossier est incomplet. Parce que quand ils viennent déposer leur première demande et que le dossier est incomplet, on ne garde rien, on redonne l'intégralité du dossier. Et on précise bien qu'effectivement, on précise les pièces qui manquent au niveau du dossier, on leur redonne leur dossier, plus l'attestation de dépôt. Et cette attestation de dépôt, si jamais ils ne reviennent pas à la déposer auprès d'un agent d'accueil et qu'ils le déposent en boîte aux lettres, il faut bien qu'elle soit présente dans le dossier. Parce que c'est ce qui fait foi, comme quoi nous, on les a bien vus lors de leur premier dépôt. Oui, on peut se dire que la date de passage à l'accueil, La date de passage c'est à ce qui vaut l'accueil, date de début c'est de ce qui droit. vaut date de début du droit. Donc c'est très très important par rapport à ce document. Donc, si effectivement quelqu'un est venu nous voir, le dossier est incomplet, on lui remet effectivement le dossier parce qu'il est incomplet et qu'il le dépose en boîte aux lettres. Si effectivement il n'y a pas la fameuse attestation de dépôt, il risque d'avoir un courrier de retour. Mais on a quand même la possibilité, nous, de faire en sorte que le dossier soit accepté parce qu'on trace effectivement sa venue en accueil. Après, quelqu'un qui va faire une première demande, qui ne passe pas par la CPM, ni par effectivement la passe ou un établissement hospitalier et qui l'envoie directement. En retour, il va recevoir un courrier lui demandant de se présenter. Donc, quand il va se présenter, on va compléter l'attestation de dépôt et là, le droit ne débutera qu'au jour où nous l'aurons vu. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour les primo-demandeurs de leur dire de venir nous voir pour déposer leur demande ou s'il n'y a pas effectivement de CPM proche, c'est d'aller auprès d'un France Service. Parce que les France Service sont habilités pour du coup réceptionner les premières demandes. Donc si par contre la personne a envoyé son dossier, on lui envoie donc un courrier lui demandant de se présenter. Si au bout de 2 mois il ne se présente pas, le dossier sera classé sans suite.
Et je voulais surtout faire un petit rappel par rapport au dossier classé sans suite. Quand un dossier est classé sans suite par le pôle instructeur, on ne revient pas dessus. Une nouvelle demande doit obligatoirement être Ouais, ça. redéposée. Alors, Peut-être des d'autres questions. questions? Romain Bosque, nous, professionnels hospitaliers, ne recevons pas d'attestation de dépôt suite à l'envoi par mail d'une demande d'AME pour un patient. Est-il possible d'avoir systématiquement un non. mail ou un document Non, prouvant de c'est la pas réalisation de la possible. démarche? Alors par contre, ce n'est quand vous envoyez votre dossier de première demande par mail, nous, ça part à notre service courrier qui numérise les demandes. Donc, ils n'ont pas la possibilité de vous faire un mail comme quoi, effectivement, le dossier a bien été déposé. Question de Marion Lebaudot. Nous avons souvent le cas des personnes qui ont finalement déjà déposé une demande, mais nous ne le savons pas au moment de la consultation passe. Pouvons-nous vous envoyer un mail afin de savoir si un dossier a été déposé et recevoir par mail cette attestation de dépôt? Alors, l'attestation de dépôt, on ne la remet qu'au demandeur. C'est-à-dire, si c'est un primo-demandeur qui est venu nous déposer le dossier, on ne lui remet qu'à lui. Par contre, oui, vous pouvez nous interroger pour savoir si un dossier a été déposé. Effectivement, on peut vous répondre à ce niveau-là. Vous dire, bah, pour cette personne, oui, nous avons bien reçu effectivement une première demande. Mais l'attestation de dépôt est transmise Mais au l'attestation de bénéficiaire. dépôt, elle est remise au bénéficiaire le jour où il vient déposer son dossier. Elena Dalibo. Dans la période entre la date de dépôt de l'aide médicale d'État et l'arrivée de la carte physique, peut-on accéder à une attestation de droit permettant à la personne d'accéder à des soins? Alors, le bénéficiaire AME n'est pas un assuré social, il ne dépend pas du régime général. C'est une délégation de l'État, c'est pour ça qu'il est interdit de produire une attestation. Seule la carte fait foi des droits. Donc, si effectivement vous avez un dossier qui a été déposé, la carte n'a pas été produite pour X raisons, ce que vous pouvez faire, c'est nous faire un mail pour savoir effectivement si le droit AME a été accordé. Et là, on vous répondra effectivement comme quoi le droit a été accordé et que la carte est en cours de fabrication. Donc, Monsieur Bosque. Et donc, comment justifier la demande en cours? Nous, on a un logiciel qui nous permet effectivement de voir que la demande est en cours. Gilles Texier, bonjour. Du coup, pour les professionnels de santé qui envoient par mail la date de début du droit, est-ce la date du mail? Non, c'est la date de signature de la demande. C'est la date où la personne, elle met. Si, mettons, vous faites la demande je sais pas moi, là, le 15 juin. Alors, déjà, vous faites la demande le 15 juin. Le service instructeur, lui, va regarder si au 15 juin, la personne remplit déjà les conditions. Si effectivement elle remplit les conditions, les droits débuteront au 15 juin. Anna Dalibo, toujours. Combien de temps les cartes AME sont-elles gardées en accueil? Tant qu'elles sont valables. On les garde jusqu'à la date de fin de validité. Émilie Bobinet, le patient peut-il faire une attestation sur l'honneur s'il n'a pas les justificatifs des ressources perçues à l'étranger ou les justificatifs de salaire perçus en dom-tom? Alors, remets la demande d'AME. Le formulaire? Oui. Donc là, sur le formulaire, vous avez ressources perçues à l'étranger. Ici, vous indiquez simplement ressources perçues à l'étranger, vous indiquez le montant. Il n'y a pas besoin de justificatif. Si c'est des salaires perçus dans les DOM, vous mettez ici. Et pareil pour les tomes. Vous l'indiquez ici dans salaire. Alors, hop. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il n'y a pas de ressources, donc le dossier ne sera pas étudié. En ce qui concerne la carte, elle doit obligatoirement être retirée en accueil par le demandeur ou les bénéficiaires de plus de 16 ans. On n'accepte pas les procurations pour remettre une carte AME. Donc, si sur une demande d'AME au niveau du foyer, il y a une carte pour monsieur, une carte pour madame, et on a 2 enfants de plus de 16 ans,
il faut que les 4 viennent chercher leurs cartes. Si, mettons, monsieur vient chercher les cartes pour l'ensemble du foyer, on donnera que la carte de monsieur. Il faudra que les autres se présentent pour venir récupérer leurs cartes. Ah, c'est important, ça. C'est très important parce que l'AME, c'est très particulier. Elle ne peut être remise qu'aux demandeurs et aux bénéficiaires. Que vous aviez des questions alors, sur le fil. Ah, Alors, Agathe oui. Rimbaud, rétroactivité possible avec le bulletin d'hospitalisation si les règles étaient remplies? Oui, pour les demandes d'AME, effectivement, la rétroactivité est possible si au moment de la rétroactivité, la personne remplissait les conditions d'obtention de l'aide médicale d'État. Et attention, la rétroactivité doit bien être formulée dans les 90 jours qui suivent l'hospitalisation ou la fin d'hospitalisation. Si vous le faites en dehors des 90 jours, la demande sera rejetée. Donc, Romain Bosque, pour les personnes hospitalisées pour une longue durée, comment peuvent-elles récupérer leur carte? Un tiers peut-il le faire à leur place? Non, un tiers, ce n'est pas possible. Comme je vous l'ai dit, la procuration n'est pas possible. Par contre, pour les personnes qui sont hospitalisées, soit on l'envoie au domicile qu'elle nous a indiqué, soit on peut l'envoyer à l'établissement hospitalier. Par contre, l'établissement hospitalier, il faut que vous soyez sûr de pouvoir récupérer la carte. Parce qu'il est arrivé qu'on en ait envoyé et qu'on était obligé de faire des demandes de duplicata parce que du coup, vous ne les aviez pas reçues. Donc souvent, ce que l'on fait, ce que l'on dit, on dit, bah, du coup, on va l'envoyer à l'adresse que la personne nous indiquait sur sa demande d'aide médicale d'État. Comme ça, au moins, on est sûr que quelqu'un puisse la récupérer. Concernant les procurations pour donner la carte, c'est bien possible, par contre, dans le cas d'une Non. impossibilité physique de se déplacer. Non, il n'y a aucune procuration pour remettre une carte d'AME. Elle ne peut être remise qu'à une personne. Par contre, quelqu'un qui est dans l'impossibilité physique de se déplacer, soit elle contacte la plateforme téléphonique au 3646 et elle indique qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer. Dans ces cas-là, à titre exceptionnel, on fait un envoi postal à domicile. Alors, par contre, Monsieur Bosque, parfois des patients restent sur le service où j'interviens. Comment se procurer leur carte dans ce cas-là? Dans ce cas-là, il faut pareil, passer par le 3646 et demander un envoi postal. Par contre, nous donner une adresse au niveau de l'établissement hospitalier, on peut vraiment voilà, vous transmettre la carte. Olivia Narbet, le compte Amélie ne peut pas être activé pour les bénéficiaires de l'AME, il me semble. Est-ce une évolution envisageable? Non, comme je l'ai dit précédemment, ce ne sont pas des assurés sociaux gérés par le régime général, donc ils ne peuvent pas avoir de compte Amélie. Effectivement, c'est une délégation de l'État concernant les bénéficiaires Alors, de la médicale Monsieur d'État. Bosque, pour que la carte soit envoyée au service social du CHU, à quelle adresse mail vous le demandez? Sur l'adresse mail contact partenaire, vous nous demandez, vous nous faites la demande. Il faut vraiment que ce soit exceptionnel hein, et que Quand ils c'est une sont, hospitalisation. oui, quand c'est hospitalisé, oui, il n'y a pas de souci, on les envoie. Alors ça, c'est pas pour les communautaires inactifs, ça, c'est le droit au séjour des Européens. Alors, je me permets de revenir sur la question du droit au séjour des communautaires inactifs. Donc, les différents moyens de faire reconnaître le droit au séjour des Européens qui peut concerner les membres de famille, ascendants, conjoints, descendants, à la charge effective d'une personne ayant régularité de séjour ou encore le parent qui a la garde de l'enfant poursuivant sa scolarité en France. Alors, ça existait effectivement avant la Puma, mais je ne sais pas si avec la Puma, cette possibilité persiste. Bon, on peut se renseigner. On peut se renseigner à vérifier. Effectivement, ça existait avant la mise en place de la Puma. Effectivement, quand on faisait venir un ascendant
pour venir garder un enfant scolarisé, effectivement, il pouvait avoir droit à la PUMA, enfin à la sécurité sociale. Depuis la PUMA, je suis pas sûre et certaine, mais à vérifier. On va se faire confirmer par le service compétent et on reviendra vers vous, madame Dalibot. Madame Le Bodo, pour récupérer la carte AME, il n'y a que la possibilité de se rendre à Nantes. Cela peut-il se faire sur les différents sites en SNI, Saint-Nazaire? Saint-Nazaire, les cartes sont transmises à Saint-Nazaire par la navette courrier, parce que c'est un site où, du coup, qui tous les jours, du coup, reçoit les demandeurs d'AME. En ce qui concerne Ancenis, on n'a pas de navette courrier entre le siège et les agences. Donc, si c'est le cas, quand c'est effectivement un demandeur d'AME qui en fait la demande, donc souvent il contacte la plateforme téléphonique pour que du coup les cartes soient transmises à Ancenis ou dans une autre permanence, Châteaubriand, Clisson. Et là, c'est notre collègue qui est manager des agences qui ira la déposer à l'agence. Donc un bénéficiaire peut récupérer sa carte Mais il sur peut une... récupérer effectivement sur une agence. Saint-Nazaire, c'est un accueil principal, il n'y a pas de souci. Nantes-Beaulieu, Nantes-Bretagne, Saint-Nazaire, aucun souci. Aucun Et souci. en agence également. Les Européens, c'est pas une condition de régularité de séjour. Voilà, c'est l'ambiguïté effectivement du communautaire inactif où on parle effectivement du droit au séjour. Pour ce qu'on appelle l'espace économique européen, il y a effectivement la libre circulation. À partir du moment où on a la libre circulation, on peut rester en régularité pendant 90 jours sur un autre des pays membres de l'espace économique européen. Par contre, à partir du moment où on décide de s'y installer de manière définitive, pour pouvoir prétendre à la sécurité sociale, c'est soit effectivement on a une activité salariée et là on peut bénéficier de la PUMA. Et là, à partir de 1 heure travaillée suffit pour pouvoir prétendre à la PUMA. Par contre, ce que je vois, vous nous parlez de régularité pour les communautaires inactifs. Un communautaire inactif n'a pas de régularité. Un communautaire inactif, c'est quelqu'un qui est issu d'un des pays membres de l'espace économique européen. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui est de nationalité allemande, quelqu'un qui est de nationalité polonaise, quelqu'un qui est de nationalité italienne. Ça, c'est un communautaire inactif. Par contre, là où on parle de régularité, c'est pour les personnes qui viennent effectivement d'un des pays membres de l'espace économique européen, mais qui ont un titre de séjour délivré par ce pays. Là, à partir du moment où on a quelqu'un ce qu'on a fréquemment effectivement chez nous, c'est on a quelqu'un voilà, qui est de nationalité tunisienne et qui a un titre de séjour italien. Donc un titre de séjour délivré par l'un des pays membres de l'espace économique européen n'est valable que dans le pays où il a été délivré. Par contre, il ouvre droit à la libre circulation, c'est-à-dire que cette personne peut circuler librement dans l'espace économique européen. Elle peut venir chez nous et effectivement, soit venir de manière ponctuelle pour pouvoir y séjourner. Par contre, à partir du moment où elle décide de s'installer durablement, comme toute personne, elle a un droit au séjour en régularité de 90 jours. Pendant 90 jours, elle est en régularité. À partir de 90 jours de présence sur le territoire, elle doit solliciter un titre de séjour français. Et la même chose, pour pouvoir travailler sur le territoire, il faut qu'elle ait un titre de séjour français. Et on sait on rencontre régulièrement la situation où, à partir du moment où elles ont un titre de séjour italien, il y a beaucoup d'employeurs qui, du coup, leur font signer des contrats de travail. Sauf que malheureusement, on ne peut pas les prendre au titre de la PUMA parce que ce n'est pas un titre de séjour français. Donc, à partir de, effectivement, 2, 3 mois de présence, elles vont tomber en irrégularité.
elles vont devoir faire une demande d'AME à partir de 6 mois de présence sur le territoire, mais si elles travaillent, et ce qui nous arrive souvent, et ben, du fait qu'elles travaillent, elles ont des ressources supérieures au plafond et elles ont un rejet de l'AME parce qu'elles ont des ressources trop importantes. Question de Romain Bosque pour un demandeur d'asile débouté dont l'attestation de demandeur d'asile se termine par exemple au 17 septembre 2024. Il y aura un maintien de droit Puma C2S pendant 6 mois, soit jusqu'au 17 mars 2025. Est-ce bien cela? Oui, c'est bien ça. Donc, il a un maintien de droit jusqu'au 17 mars 2025 et effectivement, à partir du 18 mars 2025, va s'initier le contrôle Puma régularité et c'est là où effectivement la personne va recevoir les deux courriers. Oui, mais qu'est-ce que vous entendez par citoyen de l'UE, Madame Dalibo? S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, mais citoyen d'un pays de l'UE, ça veut rien dire. Est-ce que c'est quelqu'un qui est de nationalité européenne ou quelqu'un qui habite dans l'un des pays membres de l'espace économique européen et qui est d'une nationalité autre? Alors, Donc c'est quelqu'un qui est de nationalité d'un pays de l'Union européenne, par exemple une personne espagnole qui, après 3 mois de séjour régulier, est ensuite en séjour irrégulier faute de ressources. Elle trouve ensuite un travail. Quand commence la possibilité d'être en séjour régulier? bah, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Un Espagnol, on ne parle pas de séjour régulier, c'est quelqu'un qui est de nationalité européenne. On ne lui demande pas de justificatif de régularité. C'est quand vous êtes effectivement d'une des nationalités membres de l'espace économique européen, vous avez la possibilité de vous installer dans n'importe quel pays membre de l'espace économique européen. Mais là, c'est pas par rapport au droit au séjour, c'est par rapport à la sécurité sociale là, du coup que l'on parle. Parce que pour eux, effectivement, soit soit c'est quelqu'un qui vient effectivement pour s'installer en France. Soit il a une activité salariée et on va l'affilier tout de suite à la Puma, soit il a un droit transposable. Typiquement, ce qui se passe aujourd'hui pour nos retraités français qui vont s'installer soit au Portugal, en Espagne. Si c'est un retraité espagnol qui vient s'installer en France, c'est un droit transposable, donc on va pouvoir l'affilier directement chez nous. Par contre, le droit au séjour en France, c'est 90 jours. À partir de 90 jours, pour eux, je sais que la notion est un peu difficile Mm. pour un communautaire quand on parle d'irrégularité. C'est pas une vraie irrégularité, c'est parce que le fait de ne pas avoir d'activité salariée fait qu'il ne peut pas prétendre au régime général. Parce que pour pouvoir être affilié à la Puma, il faut être en activité salariée ou en régularité de séjour. Mais là, on parle de régularité de séjour pour les personnes qui viennent hors espace économique européen. C'est là où effectivement je conçois que la notion soit un petit peu difficile à comprendre. Donc pour le communautaire, effectivement, c'est 3 mois de séjour. Au-delà de 3 mois, c'est entre guillemets, il est en irrégularité, effectivement. Et du coup, à partir de ces 3 mois de présence, il tombe en irrégularité. Et à partir de 6 mois de présence,
soit pendant ces 6 mois, s'il trouve une activité salariée pendant ces 6 mois, eh ben, ça sera, du coup, il pourra faire une demande au titre de la PUMa. S'il n'a pas d'activité salariée pendant ces 6 mois, c'est, effectivement une demande d'aide médicale d'État. J'avais une question d'Olivia Narbet. Une personne de nationalité européenne qui recherche un emploi peut avoir des difficultés pour signer un contrat de travail quand elle n'a pas encore de numéro de sécurité sociale. Avez-vous des conseils sur ce point? Oui, effectivement, on a souvent, effectivement ces situations qui remontent. Heu, pour pouvoir travailler en France, il y a pas besoin d'un numéro de sécurité sociale, c'est pas obligatoire. Souvent, c'est le fait de travailler pour effectivement, les personnes qui sont de nationalité européenne qui va générer effectivement l'affiliation et le fait d'avoir un numéro de sécurité sociale là. Et je me permets de rajouter que l'employeur peut faire la demande d'immatriculation de ses salariés étrangers. Oui. Ils ont un applicatif pour pouvoir nous adresser les documents et on affilie la personne à la date d'embauche. Donc il y a un effet rétroactif. Julie Texier, pour les travailleurs indépendants, pas de PUMa possible dès la première heure travaillée? Alors les travailleurs indépendants, c'est autre chose. Le travailleur indépendant, quand il crée son activité, donc il a des démarches à faire. Il doit faire les démarches auprès du centre de formalité des entreprises. Et à partir de là, quand il fait ses démarches au centre de formalité des entreprises, ça va être envoyé directement à l'URSSAF. Et c'est l'URSSAF qui va nous envoyer les informations et qui va faire qu'effectivement, on va les affilier en tant qu'indépendants. Il y avait d'autres questions. Encore patienter quelques instants. Pas d'autres questions. Marion, tu souhaitais peut-être ajouter des éléments? C'était OK de ton côté? C'est OK de mon côté. Parfait. Christelle, c'était bon pour toi? Moi, c'est bon, à moins qu'il y ait des personnes qui aient d'autres questions. Merci, merci à vous, monsieur Bosque. En tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse mail contact partenaire. Je pense à votre question, Madame Dalibo, n'hésitez pas à Oui. nous envoyer directement la situation Ouais, il faut qu'on par mail revérifie. et puis on fera le point ensemble. Ouais, ouais, c'est effectivement, oui, il faut qu'on revoie par rapport. Je sais que ça existait avant la Puma, mais je ne sais pas si ça a été maintenu ou pas ce dispositif. Ça à vérifier. Il y a Catherine Beau qui pose la question sur le prochain webinaire. Alors, le prochain webinaire sera à la rentrée. On vous enverra le mail d'invitation et ce sera sur l'invalidité. Donc, Sarah Charvin qui pose la question sur le Alors attends, webinaire. je vais texter. On enverra le webinaire. Ce sera soit donc demain au plus tôt, sinon courant de semaine prochaine. Alors, question de Julie Texier sur l'espace partenaire. Est-ce prévu pour le 44? Donc, c'est un outil national qui est déployé en local. Donc, on est en train de le déployer progressivement auprès des partenaires avec lesquels on a conventionné. Eh bien, merci à toi, Christelle. De rien. Merci Marion. Merci à vous. Merci à toi, Dani. Euh, nous vous souhaitons une très bonne journée. On vous envoie le support et le lien pour le replay le plus rapidement possible. Nous vous souhaitons une très bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir à tous.